S'il y a bien un défi quasi impossible dans le monde du tennis, c'est de battre les trois monstres que sont Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer dans les tournois du Grand Chelem. Pourtant, contre toute attente, 3 joueurs méconnus vont y parvenir dans l'antre du tennis, Wimbledon. Salut tout le monde, c'est Grégotop, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te raconter les 3 défaites les plus surprenantes, les plus dingues du Big Three à Wimbledon. On le sait, en Grand Chelem, Djokovic, Federer et Nadal sont des monstres quasi invincibles. Mais à Wimbledon, même les plus grands joueurs peuvent trébucher. Dans cette vidéo, je te raconte donc ces fameux matchs où des joueurs sur qui on n'aurait jamais parié ont porté le coup de grâce dans le plus vieux tournoi de l'histoire. Juste avant de commencer, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, de la commenter et bien sûr de t'abonner. Et je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur TikTok où je poste du contenu régulièrement, des vidéos drôles, des anecdotes, des histoires, bref, du contenu varié et pour tout le monde. Sur ce, bon visionnage. Et on commence avec le match entre Rafael Nadal et Lucas Rosol au deuxième tour de Wimbledon 2012. Sur le papier, l'Espagnol part largement favori. En Grand Chelem, il est monstrueux. Entre Roland Garros 2011 et Roland Garros 2012, il a à chaque fois atteint la finale. 5 finales consécutives en Grand Chelem, c'est tout simplement énorme. Et à chaque fois en finale, c'est pas des manchots, hein. À Paris, en 2011, il bat Federer. Ensuite, à Wimbledon, il perd contre Djokovic. À l'US Open, il perd contre Djokovic. À l'Open d'Australie 2012, il perd encore contre Djokovic. Et à Roland Garros 2012, il bat Djokovic. Pour revenir à Wimbledon, depuis 2006, il a toujours atteint la finale. En 2006 et 2007, il perd contre Federer. En 2008, il remporte le trophée contre le Suisse dans une finale mythique. En 2009, il déclare forfait à cause de ses genoux. En 2010, il remporte son deuxième Wimbledon. Et en 2011, comme je vous l'ai dit précédemment, il s'incline contre Djokovic. Pour un joueur qu'on a longtemps considéré comme un spécialiste de la terre battue, seulement, c'est pas trop mal quand même. Donc quand arrive Wimbledon 2012, il fait partie clairement des favoris pour le titre. Même si, il faut le noter quand même, depuis le début de l'année, il est touché par le syndrome de Hoffa. Pour faire simple, c'est une inflammation du genou. Quand on sait que sur gazon, les risques de blessures peuvent être augmentés, une mauvaise glissade et c'est terminé. Surtout qu'il avait expliqué que ses entraînements étaient horribles, qu'il ne savait pas si son genou allait tenir. Bref, revenons au sujet. Son premier tour, il le remporte facilement contre le Brésilien Bellucci en 3-7. Au deuxième tour, il affronte le Tchèque Lucas Rosol, 100e mondial à ce moment-là. Sur le papier, avantage net pour Nadal. De plus, c'est la première participation de Rosol à Wimbledon et c'est également la première fois qu'il va découvrir le Center Court, l'un des cours les plus mythiques de l'histoire du tennis. Alors que de l'autre côté du filet, c'est un gars qui a toujours atteint la finale depuis 2006. Et pourtant, le premier set est très serré. Nadal le remporte au jeu décisif après avoir sauvé plusieurs balles de set. Le deuxième et le troisième set sont remportés à la surprise générale par Rosol, en feu au service. Il faut dire que sur l'ensemble du match, c'est environ 70% de première balle et 83% de points gagnés derrière sa première. Tout simplement un monstre. À ce moment-là, mené 2-7-1, on peut se dire que contre un gros serveur, ça va être chaud, surtout sur gazon. Mais Nadal a déjà été dans des situations similaires. À Wimbledon en 2010, 2 fois il est mené 2-7-1 et à chaque fois il remporte le match, avant de soulever le trophée derrière. Et ça se confirme dans le 4e set où il se permet même de le breaker 2 fois. L'Espagnol semblait reprendre le match en main et se diriger vers une victoire, mais problème, la pluie se met à tomber. Les organisateurs ferment le toit, procédure qui dure plus de 30 minutes. De plus, le toit fermé favorise les gros serveurs. Alors qu'on pensait que Nadal allait gagner le 5e, il se fait breaker d'entrée. Et de l'autre côté du filet, c'est un Rosol en God mode au service. Dans le dernier set, plus de 80% de première balle et 95% de points remportés derrière sa première balle. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Et même si Nadal servait plutôt bien lui aussi, malgré ce break d'entrée, il n'a jamais pu rattraper son retard. Et à 5-4 pour Rosol, 3 aces, dont 1 pour conclure le match. Le 22e au total. Nadal a pourtant bien joué dans l'ensemble, mais en face, Rosol était clairement à son prime. Une défaite majeure pour Nadal qui s'incline donc au deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis Wimbledon 2005. Il ne rejouera d'ailleurs pas de l'année afin de soigner ses genoux. Rosol, lui, perdra le match suivant contre Kohlschreiber.
À la deuxième place, je mets le match entre Novak Djokovic et Sam Querrey au troisième tour de Wimbledon 2016. Inutile de vous préciser qui est le favori, je pense. Le Serbe, sur le papier, est largement favori pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est le numéro 1 mondial. En effet, après sa victoire en 2014 à Wimbledon contre Federer, il est redevenu le patron du circuit. Ensuite, il est double tenant du titre puisqu'il a gagné en 2014, comme je viens de vous le dire à l'instant, et en 2015 également contre le Suisse. Mais c'est surtout le favori pour une raison simple, c'est tout simplement le boss en Grand Chelem. Je vous parlais tout à l'heure des 5 finales consécutives de Nadal, Djokovic lui est à 6 à ce moment-là. C'est simple, depuis sa défaite en finale de Roland Garros 2015 contre Wawrinka, il est invaincu en Grand Chelem. Victoire à Wimbledon et l'US Open en 2015, victoire à l'Open d'Australie et à Roland Garros en 2016, il est le premier depuis Rod Laver en 1969 à avoir remporté les 4 Grands Chelems d'affilée. L'Australien, lui, l'avait fait sur une seule et même saison. Au total, 30 victoires consécutives en Grand Chelem avant son match contre Sam Querrey. Une performance juste dingue. De l'autre côté, l'Américain, à ce moment-là, est tête de série 28, ce qui est pas mal, et il a déjà atteint un 8e de finale à Wimbledon en 2010. Un autre monde quand on compare aux Serbes. Pour revenir à Wimbledon 2016, Djokovic avait gagné tranquillement ses 2 premiers matchs, contrairement à Querrey. En effet, l'Américain a sorti un certain Lucas Rosol au premier tour, dans un match dingue, en remontant un handicap de 2-7 à 0. Sur le papier, avantage large pour Djokovic. Et pourtant, dès le début du match, c'est assez étrange. On sent le numéro 1 mondial assez bizarre mentalement, physiquement. Est-ce le poids de l'histoire, la fatigue mentale, un souci physique? Toujours est-il que Querrey remporte la première manche au jeu décisif. Encore mieux, il gagne même le deuxième set 6-1. À ce moment-là, on peut se dire que ça va être chaud pour Djokovic, surtout que l'Américain est en feu. Mais bon, premièrement, c'est un excellent retourneur et surtout, mentalement, c'est une bête. En 2015, il a également été mené 2-7 à 0 contre Anderson, grand serveur, et il est revenu. Donc on n'imagine pas un seul instant voir Djokovic perdre. En plus de ça, la pluie tombe, le match est interrompu et reporté au lendemain puisque les deux jouent sur le court numéro 1, le deuxième stade du tournoi qui ne possède pas de toit. Cette interruption lui a fait du bien puisqu'il remporte la 3e manche. Le 4e set est hyper tendu, Djokovic a énormément d'occasions pour breaker son adversaire et finalement il y arrive et s'apprête à servir pour le remporter, mais l'Américain débreak aussitôt et l'emmène dans un nouveau jeu décisif, et contre toute attente, c'est Querrey qui le remporte. Bien aidé par son service puisqu'il a inscrit 30 aces en 4 sets. Pour Djokovic, c'est une défaite inattendue, certainement bouffée par le poids de l'histoire. Querrey ira jusqu'en quart de finale, battu par le futur finaliste du tournoi, Milos Raonic. Pour terminer, à la première place, le match entre Roger Federer et Sergei Stakhovski au 2e tour de Wimbledon 2013. Le contexte de ce match est assez spécial et différent des deux autres. Le Suisse réalise à ce moment-là sa pire saison depuis 2002. Il a certes fait une demi-finale en Australie, un quart à Roland, ce qui est énorme pour la plupart des joueurs. Mais pour un tennisman comme Federer, ce n'est pas suffisant. Quand il s'inscrit dans un tournoi, c'est avant tout pour le remporter. Et malheureusement, en 2013, c'est compliqué pour lui de gagner un tournoi. Il atteint sa première finale de l'année à Rome, au mois de mai, et s'incline lourdement contre Nadal. Et après Roland Garros, il atteint une nouvelle finale à Halle, juste avant Wimbledon, et le remporte. À cette époque, Halle est encore un ATP 250, donc c'est un titre plutôt secondaire. Mais ce trophée le met quand même en confiance et le rassure pour le Grand Chelem londonien. Vous l'aurez donc compris, c'est vraiment une saison assez moyenne pour un joueur comme lui. Mais sur gazon et notamment à Wimbledon, c'est clairement lui le boss. Avant le tournoi en 2013, Federer c'est 7 trophées, record de Sampras et de Renshaw égalés, mais aussi une finale magistrale perdue en 2008 contre Nadal. Depuis 2003, c'est simple, il a toujours atteint minimum les quarts de finale. De 2003 à 2007, il remporte 5 Wimbledon consécutifs. Finale en 2008, comme je vous l'ai dit à l'instant. En 2009, il remporte le titre contre Roddick, 16-14 au 5e, lui permettant d'ailleurs de battre le record en Grand Chelem de Sampras, avec un total de 15 titres. En 2010 et 2011, il échoue en quart de finale, et en 2012, il remporte son 7e trophée. Donc en 2013, même si c'est une mauvaise saison pour lui, Wimbledon reste son jardin.
Cependant, il faut tout de même en parler, cette année-là, il est souvent touché au dos, ce qui lui fait rater des tournois, donc une perte de rythme et par conséquent une perte de confiance. Enfin, il faut parler de l'un de ses records les plus dingues. Avant Wimbledon 2013, il reste sur 36 quarts de finale consécutifs en Grand Chelem. Entre Wimbledon 2004 et Roland-Garros 2013, il a toujours atteint les quarts de finale. Une dinguerie, tout simplement. Pour revenir à Wimbledon 2013, il gagne facilement son premier tour et accède au second tour où il va affronter l'Ukrainien Serhii Stakhovski, 116e mondial à ce moment-là. Sur le papier, avantage net pour le Suisse. Le premier set est très serré, l'Ukrainien a des occasions pour le remporter, mais finalement c'est Federer qui le gagne au tie-break. Le deuxième set est également très disputé. Le Suisse a des occasions, mais son adversaire produit un tennis juste dingue, hyper offensif et le remporte également au tie-break. Le troisième set est encore une fois super tendu. Federer se fait breaker à 5-5 et Stakhovski le remporte 7-5. Seulement 2 jours après la défaite au premier tour de Nadal, on commence à s'inquiéter et à se demander si Federer ne va pas tomber également. La quatrième manche est super tendue encore une fois. L'Ukrainien produit un tennis offensif, il commet très peu de fautes. Federer s'accroche, il joue plutôt bien mais il se fait breaker au début du quatrième. Il parvient à débreaker et il obtient même une balle de 7 sur le service de son adversaire. Une balle pour revenir à 2-7 partout. Mais Stakhovski, en God mode, la sauve et le pousse au jeu décisif. L'Ukrainien se procure 2 balles de match pour sortir Federer dès le second tour. Ce dernier sauve la première d'un passing de coup droit incroyable. Cependant, sur la deuxième, son revers long de ligne sort et donne la victoire à Stakhovski qui s'allonge au sol. Une prestation de dingue, 76 coups gagnants, 96 montées au filet et seulement 17 fautes directes. Une masterclass tout simplement. Et pour Federer, c'est une défaite historique. En effet, l'un de ses records les plus fous s'arrête. Il était à 36 quarts de finale consécutifs en Grand Chelem, entre Wimbledon 2004 et Roland-Garros 2013. Un record qui se tient encore aujourd'hui. Cette défaite sera difficile à encaisser pour le Suisse qui ne sera plus tout à fait le même joueur après ça. En effet, durant l'été 2013, il changera de raquette, optant pour un tamis plus grand avant de finalement revenir à son ancienne raquette quelques semaines après. Il adoptera cette plus grande raquette finalement en 2014 et reconnaîtra un très grand succès avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à mettre en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos, c'est gratuit en plus. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!